Internet et téléphonie mobile, le tour de Facebook, Twitter et la blogosphère en Afrique, quel est son impact social à vous? Je crois que c'est bien de le souligner. Ce n'est plus l'aspect quincaillerie, connexion, connectivité, comme on l'a vu tout à l'heure, qui nous intéresse, mais c'est plutôt l'impact social éventuel que cela peut avoir. À cette question soumise à notre réflexion, j'aurais pu peut-être sous le mode anecdotique dire que oui, c'est possible. Ils peuvent être facteurs et acteurs de changement parce qu'ils nous ont déjà permis de nous rencontrer près de 20 ans après, pour dire que ce n'est pas uniquement du virtuel. Mais pour revenir à notre sujet, je pense qu'on a fait allusion au printemps arabe. Donc, en rapport avec le printemps arabe qui a été qualifié par certaines de révolution Facebook, revenir un peu sur ce qui s'est passé et puis de la contribution possible que les médias, les nouveaux médias notamment sur le support de l'Internet, de la téléphonie mobile ont pu avoir. Donc pour essayer de répondre à cette question, je propose déjà de voir quelles peuvent être les leçons que l'on peut tirer de ce printemps arabe. Un rappel, c'est un certain 17 décembre 2010 que Mohamed Bouazizi, diplômé au chômage, vendeur de fruits et légumes, s'est donc donné la mort par immolation à Sidi Bouzid, qui est une ville du centre de la Tunisie. Il ne faut pas oublier que c'est une information qui aurait pu passer inaperçue parce que les médias tunisiens, les médias traditionnels n'en ont pas parlé. Il a fallu un activiste pour passer l'information sur son compte Twitter et qu'ensuite que cette information soit reprise sur Facebook, qui est plus populaire, par un autre activiste, en l'occurrence Slim Amamou, qui a été, comme vous le savez, secrétaire d'État par la suite quand le régime de Ben Ali est tombé, qui a été pendant quelque temps secrétaire d'État. Et c'est lui donc qui a permis de donner un écho mondial à cette information en la diffusant sur sa page Facebook. Mais il faut dire aussi que cela a été possible. Une remarque essentielle à retenir, parce que la Tunisie passe pour être l'un des pays africains les plus développés en matière d'infrastructures technologiques de connexion à Internet. Et déjà dès 1994, je crois, le régime de Ben Ali, qui passe pour être reconnu pour être un régime policier, avait néanmoins investi massivement dans l'éthique. Il a été le premier à se connecter sur le net en Afrique dès 1991. Donc la population est donc largement familiarisée avec les technologies, plus que dans beaucoup d'autres pays africains. On note ainsi qu'entre le 17 décembre, date de la mort du jeune Bouazizi, et puis le 20 février 2011, plus de 400 000 Tunisiens se sont inscrits sur Facebook pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans leur pays. Et nous avons relevé par exemple qu'au 22 mai 2012, la Tunisie comptait plus de 2 900 000 utilisateurs de Facebook, ce qui représente un taux de pénétration de 28% de la population globale et 82% de la population en ligne. Dans les autres pays aussi, comme l'Égypte et la Libye, où le printemps arabe a effectivement eu un effet, si on peut dire, les connexions, la familiarisation avec les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion sont assez étendues, sauf en Libye, où on enregistre moins d'utilisateurs. Mais il faut dire que le cas de la Libye est assez particulier quand on fait référence au printemps arabe, parce que le dénouement qu'on a connu a été possible aussi, peut-être surtout à cause de l'implication de ce qu'on appelle la communauté internationale. Au 22 mai, par exemple, l'Égypte enregistre plus de 10 millions d'utilisateurs de Facebook et la Libye en était à près de 500 000. Donc quand on analyse un peu ce qui s'est passé, on note que les médias peuvent avoir un rôle de transformation sociale dans certaines conditions. Si on peut schématiser, on note que Twitter permet de diffuser rapidement une information, mais il faut la reprise de cette information sur d'autres supports, sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook.
qui a une logique de diffusion en réseau plus large, grâce notamment au bouton j'aime que vous connaissez, qui permet donc de diffuser à ses amis une information qu'on a aimée, qu'on a appréciée. Mais les réseaux sociaux, à eux seuls, ne suffisent pas non plus pour mener une transformation sociale. Il faut un basculement sur les médias internationaux. Après Facebook, il a fallu que l'information diffusée par Aouamou soit reprise dans les médias internationaux comme Al Jazeera, qui passe pour avoir joué aussi un grand rôle dans le printemps arabe. Ce qui fait qu'il faut donc quelqu'un pour collecter à la base une information, peut-être diffusée sur Facebook, qui est plus rapide, que l'information soit reprise, plutôt sur Twitter qui est plus rapide, que l'information soit reprise sur Facebook et que l'information de Facebook descende dans les médias traditionnels pour espérer avoir une grande mobilisation et peut-être alimenter la contestation. Donc, si on schématise rapidement à l'expérience du printemps arabe, il apparaît que le processus qui permet de passer d'un événement local à une affaire d'État déstabilisant un régime est le suivant: un témoin direct ou indirect d'un événement portant atteinte d'une façon plus ou moins grave aux droits de l'homme s'en fait l'écho sur le net. L'information est relayée auprès des usagers des réseaux sociaux avant d'être reprise à l'étranger par la diaspora ou par les chaînes internationales. Ce qui a pour effet donc d'encourager les manifestants à redoubler d'efforts dans la protestation et dans la contestation. Donc il apparaît que pour que ça marche, il faut des réseaux sociaux, il faut Internet, il faut le mobile peut-être, mais il faut aussi des activistes, des relais auprès des médias traditionnels, surtout internationaux. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la plupart des pays africains, où la connectivité est très disparate d'un pays à l'autre. J'en veux pour preuve les statistiques que donne le site Social Baker, que vous connaissez peut-être, le lien dans l'article qui sera publié après, ou sur le site de Worldstat qui publie aussi les statistiques de la connectivité Facebook et Internet dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît à Internet, Facebook, Twitter, YouTube le caractère d'outils d'expression qui accompagnent des changements sociaux. Mais les premiers acteurs donc, sont les cyberactivistes qui s'engagent courageusement dans cette révolution-là. L'UNESCO notait en mai dernier, lors de la Journée internationale de la liberté de la presse, que les révolutions ne sont possibles que dans un contexte économique, social et technologique qui s'y prête. À propos de la Tunisie, de l'Égypte ou de la Libye, où on a vu des révoltes sociales, il y a eu beaucoup plus de succès, comme on l'a dit, mais à l'opposé aussi, il y a des pays où on a enregistré des contestations sociales qui ont été peut-être trop rapidement assimilées au printemps arabe, mais qui ont fini en feu de paille. Je veux parler ici de l'expérience du Burkina, où en 2011 aussi on a connu une grave contestation sociale qui avait fait dire à certains observateurs que le printemps arabe allait déborder du monde arabe pour toucher l'Afrique noire. Mais à l'analyse, en fin de compte, on a vu que les changements espérés par certains, en tout cas, n'ont pas eu lieu. C'est dire que les conditions socio-économiques donc, qui doivent préexister à l'efficacité des médias sociaux ne sont pas toujours réunies. Au Burkina, on recense environ 132 000 utilisateurs de Facebook, qui concerne pour l'essentiel 82% de la population connectée. Et c'est essentiellement des jeunes de 18 à 24 ans. En matière de blog, il y a quelques très rares journalistes, j'en connais deux, peut-être Ramata Sore que certains connaissent ici, Kofi, qui essaient de développer des blogs pour relayer l'information, prendre des positions plus ou moins osées sur ce qui se passe au Burkina. Mais en dehors de ces deux, il y a très peu de journalistes engagés en tant que tels. Donc si on fait un peu référence au schéma, les conditions technologiques ne sont pas tellement réunies parce que très peu de monde est connecté à Internet. Il n'y a pas de relais au niveau des activistes qui permettent de diffuser l'information assez largement. Facebook existe, il y a des utilisateurs, il y a beaucoup de groupes
qui, lors des contestations de 2011, se sont organisés, par exemple, pour mobiliser et faire partie Blaise Compaoré. Il y a même 3 groupes que j'ai relevés qui avaient explicitement pour nom Blaise Compaoré dégage, Blaise Compaoré doit partir, mouvement Blaise Compaoré doit partir. Et si on analyse, la plupart de ces regroupements-là ont rarement dépassé 4000 abonnés. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient difficilement avoir un impact en matière de mobilisation sociale et d'une possible transformation sociale. En matière de téléphonie, on note qu'il y a une meilleure appropriation, en tout cas un meilleur impact de la téléphonie, parce que pendant cette crise aussi, les SMS ont beaucoup été utilisés, peut-être de façon plus efficace même que Facebook. Les élèves se mobilisaient, se rassemblaient grâce aux SMS, et même les soldats mutins qui s'en sont pris un peu à l'autorité de l'État se rassemblaient parfois par les SMS qu'ils s'envoyaient. Le revers de la médaille, on a dit que Facebook avait un peu plus de sécurité, mais c'est qu'avec SMS, on peut toucher plus de monde, moins cher, mais aussi on peut être retrouvé plus facilement. On a ainsi noté qu'au Burkina, les soldats mutins qui ont participé aux manifestations qui se sont déroulées ont été retrouvés grâce aux messages Internet, aux SMS qui se sont échangés et qui généralement sont conservés par les opérateurs pendant plusieurs mois. En plus de ces expériences en matière de changement social, le cas du Sénégal, où le téléphone portable a permis une transparence des élections en 2000 ou même en 2012, est aussi souvent cité. Je pense que l'expérience de Wushaidi au Kenya nous permettra aussi avec notre ami Wéré d'en savoir un peu plus sur les possibilités d'utilisation de la téléphonie mobile pour amener des transformations sociales. Mais ces transformations, ces changements sociaux ne sont pas que politiques. Quand on analyse les groupes qui essaiment sur Facebook, la plupart même sont apolitiques de notre avis. Au Burkina, par exemple, le groupe Facebook le plus populaire, qui a plus de 6000 membres, se déclare explicitement apolitique, dit rassembler des gens juste pour échanger des passions, des points de vue, se détendre. Nous avons aussi une expérience intéressante développée par une ONG burkinabé qui s'appelle Burkina NTIC, qui essaie par exemple d'introduire l'utilisation du téléphone portable au niveau des populations défavorisées comme les paysans. Je crois que cela se fait ailleurs, où la collecte des prix des céréales se fait par le téléphone mobile et est diffusée aux populations donc, qui savent à peu près dans quelle région peut-être le prix des céréales est le moins cher. Il y a aussi une association Droit Libre TV qui produit énormément de documentaires sur la question des droits humains et qui les diffuse sur Internet. Vous pouvez le regarder dans la communication. Il y a un lien, par exemple, qui est une expérience intéressante. Par exemple, les femmes marginalisées, les populations sont moyennes qui sont obligées de concasser de la pierre pour vendre. C'est un peu de l'information de proximité auquel les médias traditionnels ne s'intéressent pas. Et avec peu de moyens, cette association, par exemple, réussit à produire des web documentaires qui sont diffusés sur Internet et qui donnent une idée plus proche de la réalité du quotidien des populations. Donc, de ces expériences qu'on peut relever, quel constat donc peut-on tirer sur les médias sociaux comme acteurs et facteurs de changements sociaux? De la rapide radiographie que l'on peut faire des regroupements en ligne, que ce soit des causes politiques, des causes humanitaires ou même culturelles qui sont défendues, il y a quelques conclusions qu'on peut retenir. Déjà, en l'absence de statistiques pas toujours exhaustives, on a parlé ce matin beaucoup de la connexion au téléphone portable avec des chiffres peut-être qui sont parfois à relativiser quand on parle du nombre d'usagers qui évaluent sans toujours tenir compte du cas où les gens se retrouvent avec 3-4 puces. On peut peut-être
aboutir à des chiffres qui ne sont pas totalement fidèles à la réalité. Chez nous, en tout cas, ça se vit couramment parce qu'on veut éviter justement les frais d'un opérateur à un autre. On préfère avoir un téléphone par opérateur, ce qui multiplie de façon automatique le nombre de connectés au téléphone. Mais néanmoins, on remarque qu'il y a une progression de l'usage de l'appropriation des TIC dans les pays africains. Ensuite, les médias sociaux comme source de changement social sont moins visibles, moins perceptibles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagés. Le cas de l'Afrique de l'Est et puis l'Afrique centrale est un peu à part parce qu'il y a des passionnés des blogs qui sont assez connus. Je pense qu'on a annoncé Cédric Alongi ici qui va peut-être en parler. Mais en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de blogueurs, j'allais dire emblématiques comme ça, qui a, comme on a cité le cas de la Tanzanie où un journaliste sans beaucoup de moyens a réussi à créer un support, à le développer, à devenir célèbre et puis millionnaire. On a très peu de cas de ce genre. Je vous parlerai de l'expérience du Faso.net en matière de développement, mais ce sont des cas qui restent très isolés. Donc, si les médias sociaux sont accessibles, ils ne sont pas toujours soutenus par les passionnés qui permettraient de les alimenter et puis d'amener de grandes mobilisations pour opérer des changements sociaux. Ensuite, au sein même des regroupements que l'on note en ligne, il y a une organisation des débats. Quand vous analysez un peu les contenus des forums de discussion, on a l'impression que chaque internaute vient avec beaucoup plus le souci d'exprimer une opinion, de faire entendre sa manière de voir que d'écouter ce que disent les autres. Il y a parfois des contradictions, même dans les enfilades des messages, il y a parfois des hors-sujets et on sent que les gens sont plus soucieux peut-être de polémiquer ou de dire ce qu'ils ont envie de dire sans forcément écouter l'autre. Donc ce sont des espaces de rencontres qui peuvent être assimilés un peu à l'arbre à palabre qu'on a connu en Afrique, mais avec l'inconvénient jusqu'ici que les débats ne sont pas organisés. Il y a aussi la confidentialité des groupes. Je l'ai souligné, pour qu'une information puisse créer une mobilisation sociale, il faut qu'il y ait un basculement du web sur la vie réelle. Malheureusement, les regroupements en ligne qu'on note sur les réseaux sociaux restent entre... Il y a très peu d'articles, par exemple, sur ce que font les utilisateurs de Facebook. Je ne sais pas si c'est peut-être le cas dans vos pays, mais en Afrique de l'Ouest, j'observe par exemple qu'il y a très peu d'articles sur ces aspects-là. Les aspects sociologiques, comment ça se passe, et même les acteurs. Il n'y a pas beaucoup d'articles, donc ça reste des regroupements qui sont un peu confidentiels, qui n'ont pas de répercussions dans la vie de tous les jours. Et il y a surtout un faible engouement des animateurs des médias traditionnels. Notre sujet aussi, c'est de parler un peu de l'évolution des médias traditionnels face un peu aux atouts des technologies de l'information et de la communication. Mais il y a très peu de sites médias, par exemple, où les journalistes possèdent leur blog ou ont des comptes Twitter. Ce que l'on constate, c'est une appropriation minimaliste de ces réseaux sociaux où on a les boutons Facebook, Twitter, qui sont automatiquement insérés sur les sites grâce aux possibilités que donnent les CMS, par exemple, pour la diffusion de l'information. Il n'y a pas, par exemple, comme on le voit sur les sites de médias français, on a de grands éditorialistes qui ont leur blog, ou ont leur compte Twitter, leur page Facebook, où ils développent leur opinion. Mais dans les pays africains, pour le moment, en tout cas en Afrique de l'Ouest, on remarque qu'il y a une réticence. Alors qu'on dit que Facebook ou les réseaux sociaux devraient permettre aux journalistes d'exprimer leur point de vue personnel, contrairement à ce qu'on leur recommande de façon traditionnelle. On dit qu'il faut être impartial, il faut parler que des faits. Mais avec les réseaux sociaux, on encourage les journalistes à parler, à donner leur point de vue, à prendre position. Malheureusement, cet atout-là n'est pas suffisamment exploité. Il y a encore beaucoup de réticences. Et même dans les médias où les forums de discussion existent,
et où ils sont fréquentés par des lecteurs, il n'y a pas un suivi des médias. Vous voyez par exemple dans les forums de discussion, les internautes posent des questions, remettent en cause ce que le journaliste a écrit, l'interpellent parfois sur certains aspects des informations qu'il a relayées, mais vous voyez rarement une réponse du journaliste en question, parce que la rédaction ne s'intéresse pas en tant que telle à la vie des forums. Donc, dans l'évolution des médias, c'est peut-être des choses qu'il faut corriger. Pourtant, il y a des cas où l'opinion publique, à travers les forums de discussion, a un réel impact. En février dernier, par exemple, il y a un journal qui a rapporté un fait divers qui mettait en cause le ministre de la Justice qui avait eu une prise de bec avec un citoyen dans la circulation. Et ça a été reporté par les journaux et ça a été énormément commenté dans les forums de discussion. Sur le faso.net, par exemple, à l'époque, en 1 heure, on avait enregistré près de 60 contributions. Et on avait même été obligé de désactiver le temps de vérifier si l'information en question était réelle, parce que c'était une information reprise d'un autre site. Le dénouement de cette affaire a été le limogeage du ministre en question, ce qui est un exemple assez édifiant des transformations possibles que les médias peuvent avoir si l'opinion publique est intelligemment mise à contribution. Pour alors parler des médias qui sont en retard d'une révolution en matière de réseaux sociaux, de nouveaux médias. C'est une question qui a beaucoup été posée. Je rappelle Éric Scherer, par exemple, dans un ouvrage paru l'année dernière qui se demandait est-ce qu'on a encore besoin des journalistes? Il a rapporté une menace faite par le patron de la BBC en 2010, par exemple, qui disait à ces journalistes les médias sociaux, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de mode, où les journalistes s'y mettent effectivement, ou alors ils sont appelés, ils sont invités à quitter la rédaction. Je pense que dans la plupart des médias africains, si on devait mettre une telle menace à contribution, il y a beaucoup de rédactions qui allaient être désertées, parce qu'il y a très peu de journalistes qui vont au-delà de l'aspect minimaliste un peu d'utilisation de ces réseaux-là, des possibilités qu'offre le web et puis la téléphonie mobile. En Ouganda et puis au Kenya, il y a des cas intéressants qui ont été rapportés dans le guide pour l'utilisation des services mobiles par l'Association mondiale des journaux qui a publié un document récemment sur la question qui montre qu'il y a des possibilités de faire de l'argent par ces moyens-là. Il y a eu un cas qui a été cité, parce qu'il est souvent dit pour expliquer la réticence des médias à embrasser cette technologie, c'est le manque de moyens. C'est le manque de moyens financiers ou c'est le manque de moyens humains. Parce qu'on se dit que si ça ne rapporte pas de l'argent, il n'y a pas de raison de mobiliser un journaliste, ou en tout cas un employé de la rédaction, pour gérer un site web de façon réellement multimédia, pour animer les forums de discussion sur Internet, parce que c'est ce qu'il faudrait faire pour que ça soit réellement intéressant. Donc on se dit, si ça ne rapporte pas d'argent, pourquoi alors mobiliser des moyens pour le faire? Mais ça, c'est une conception qui ne prend peut-être pas en compte toutes les possibilités qu'offrent ces médias, parce qu'on l'a vu ce matin, c'est possible de faire de l'argent par ces outils-là. L'expérience du faso.net peut être aussi illustrative, parce que c'est un site qui a été créé en 2003 avec un moyen de 100 €, qui ont juste suivi pour acheter le nom de domaine et puis l'espace d'hébergement. Mais 8 ans après, c'est un site qui a une dizaine de collaborateurs et nous réussissons à faire un chiffre d'affaires de 40 millions de francs CFA. Donc c'est pour dire que, et cela uniquement par la publicité, les bannières publicitaires et puis des communiqués et des messages promotionnels. Donc l'explication qui tend à dire Internet, le téléphone, les nouveaux outils ne rapportent pas à la presse, donc il n'y a pas de raison d'investir pour les maîtriser, pour les approprier correctement, peut à discuter, parce que quand on a une stratégie éditoriale en ligne assez intelligente, on peut arriver à produire, à faire des affaires. Certes,
on a affaire dans nos pays à des marchés un peu étroits, à des marchés qui sont balbutiants. Mais on dit aussi que sur Internet, il y a ce qu'on appelle la prime à l'ancienneté. Ce sont les premiers à aller sur le marché, qui réussissent à se faire une certaine notoriété et d'une certaine manière à capter les opportunités qui sont offertes. Donc c'est une manière d'encourager les gens, peut-être à réviser leur manière de voir ces technologies, de voir l'appropriation qu'on peut en faire au niveau des médias. Donc ceci nous amène un peu à conclure notre interrogation qui portait sur la possibilité de changements sociaux par Internet et la téléphonie mobile. Oui, c'est possible dans certaines conditions. Il faut que la technologie se développe effectivement, qu'il y ait une masse critique d'utilisateurs, qu'il y ait des passionnés pour en faire réellement l'écho, qu'il y ait des passerelles entre les nouveaux médias et les anciens médias, qu'au niveau des médias traditionnels, il y a de réelles politiques d'appropriation de ces médias-là. Cela a toujours été le cas dans l'évolution des médias. Les médias ont toujours servi pour défendre des causes et les médias ont évolué avec leur temps. Pour conclure, je voudrais un peu rappeler, citer même Patrice Evino, qui est un chercheur, qui est historien des médias, qui dit quand il y a un vaste mouvement social, les médias contemporains jouent automatiquement un rôle d'intermédiaire. Quelques mois avant la Révolution française de 1789, les journaux et les revues pamphlétaires ont poussé comme des champignons, et la même chose se déroula en 1848. On peut dire que les médias deviennent alors des outils d'expression qui accompagnent et font monter en puissance les révoltes. Donc le propre de la Révolution, c'est quand le pouvoir ne parvient plus à maintenir le couvercle sur la marmite. La parole prend le pouvoir et celle-ci épouse les normes technologiques de son temps. Donc les changements sociaux que l'on peut noter avec les médias sont possibles, un, si la technologie le permet, mais deuxièmement, si les acteurs en font réellement des usages appropriés, pertinents dans ce sens-là. Je vous remercie pour votre attention.